Bonjour, chers auditeurs, chers élèves, bonjour. Donc pour la préparation au club Sciences Po, ça fait très journaliste en fait, comme ça. Et pour le thème, la thématique du corps, on va traiter la question qui est ici inscrite au tableau. Le progrès des techniques médicales et les avancées juridiques récentes nous permettront-ils de mieux disposer de notre corps? Le progrès des techniques médicales et les avancées juridiques récentes nous permettront-ils de mieux disposer de notre corps? Je vais procéder à un traitement du sujet, d'abord en introduisant, ensuite avec un développement qui se fera en deux temps, grand 1, grand 2, c'est volontaire en fait, parce que vous êtes, pour la question contemporaine à Sciences Po, vous êtes sur un devoir en 3 heures, pas en 4 heures, comme pour le tronc commun de philo ou d'autres matières en fait. Donc on a un peu moins de temps, vaut mieux viser un plan en deux temps, et puis une conclusion. Ça veut dire que, en exposant un plan en deux temps, pour ceux qui font de la philo un peu avec moi, vous savez, donc d'habitude on est plutôt sur un format d'un plan en trois temps, quand vous faites de la philosophie, hein, un plan dialectique, thèse, antithèse et dépassement. Donc ça veut dire que sur les deux temps, il y aura un temps premier d'exposition, donc d'une thèse, et un temps de contrebalancement, comme d'antithèse, mais aussi donc avec les difficultés que ça peut poser, et puis des approfondissements pour arriver donc à une résolution définitive du problème. Ça va, c'est clair? Tout ça, c'est pour un rappel méthodo. Tout ça, vous le trouvez aussi dans le cours Moodle. Vous avez des éléments de présentation de la méthodologie de la dissertation. Donc, je vous conseille d'aller les voir pour bien voir dans le détail la construction d'une problématique, l'exposition d'un plan, l'argumentation, la thèse, l'utilisation des exemples, etc. Donc, je commence. Les avancées de la science aujourd'hui, et notamment médicale, conjointes à l'évolution des mœurs et des mentalités, et qui s'est traduit donc dans des évolutions juridiques notoires, nous ont permis de voir ou d'entrevoir un avenir vraiment désirable, un avenir peut-être radieux, dont on pourrait penser qu'il serait de nature à faire descendre le paradis sur Terre. Voilà, je commence, si vous voulez, vous pouvez être seulement en audition ou en prise de notes comme vous voulez, hein, ça va? Donc, de nature, disais-je, donc à faire descendre le paradis sur Terre. On pourrait par exemple penser à une évolution juridique récente qui date de juillet 2013, à partir de laquelle l'embryon, d'un point de vue médical, est devenu un objet d'étude possible. Avant 2013, juridiquement, le fait de travailler sur l'embryon humain, j'entends, c'était quelque chose qui impliquait un régime de dérogation, il fallait demander une dérogation. Depuis juillet 2013, il y a une autorisation, ça veut dire que tout travail sur l'embryon est tout à fait possible. Donc je prends ça comme exemple d'une avancée ici juridique qui permet finalement de favoriser, si on peut dire comme ça, donc le progrès médical. Et donc de fait, les deux semblent avancer main dans la main, la science médicale et la juridiction, peut-être pour le meilleur des mondes. Cependant, le fait de vouloir disposer de notre corps pourrait induire un mouvement de possession, mais aussi de dépossession, à partir duquel, paradoxalement, le je pourrait ne plus s'appartenir complètement, puisqu'il serait pris peut-être dans un nous, si bien qu'il ne serait peut-être pas certain que le fait de disposer de notre corps puisse impliquer une liberté complète. D'où la question qui se pose ici, à savoir si le progrès des techniques médicales et les avancées juridiques récentes nous permettront de mieux disposer de notre corps. La médecine et le droit, je suis toujours dans mon introduction, donc dans mon premier moment problématique. La médecine et le droit sont deux domaines très différents, mais ils ont un double point commun, qui est d'envisager une situation particulière, premièrement, donc du point de vue de la généralité. Ça, c'est ce que fait le droit en fixant une norme ou en fixant une règle, mais c'est aussi ce que fait le médecin, dans la mesure où il envisage toujours le cas particulier, à savoir un patient, à partir d'un mode de fonctionnement normal, donc d'une norme aussi, au niveau d'une norme, on pourrait dire sanitaire. Et deuxième point commun, c'est que la médecine et le droit envisagent les choses du point de vue de ce qui doit être, à savoir la justice fixe
le droit, c'est-à-dire ce qui doit être, et la médecine cherche à poser, à rétablir la santé, hein, donc ce qui devrait être. Donc, il ne paraît pas abusif ici de parler de la médecine et de ses avancées en disant d'elle qu'elle est une discipline juridictionnelle ou bien juridirectionnelle. Ça veut dire, hein, ius juris en latin, ça veut dire le droit. Donc la médecine, elle aussi, dit ce qui doit être et elle cherche à rétablir d'une certaine façon, d'un point de vue médical, le droit, hein, ce qui devrait être. Ainsi, on pourrait dire que l'horizon juridique et médical peut trouver un point de corrélation dans la maîtrise de la matière, c'est-à-dire dans la disposition et la mise à disposition du corps et des corps. On voit alors qu'à partir de ces deux disciplines, le particulier se trouve subsumé, c'est-à-dire assumé, hein, donc c'est-à-dire pris et élevé à partir de l'ordre du droit, compris du point de vue de la généralité, peut-être éventuellement du point de vue de l'universalité. On peut se poser la question alors si par ces deux disciplines, on sera, grâce au droit et grâce à la médecine, dans un mieux disposé de son corps. Cependant, c'est mon deuxième moment problématique de mon introduction, cependant, si le corps est considéré comme un objet à disposition, rien ne dit que l'horizon de sens qui est le sien ne soit épuisé par cette mise à disposition objective. Ce que je veux dire, c'est que l'expression mettre à disposition, ou mettre le corps à disposition, ou avoir le corps à sa disposition, il n'est pas certain que cette idée d'une mise à disposition puisse, si vous voulez, cerner la vérité de ce qu'est le corps. Est-ce que le corps doit se comprendre à partir de cette idée de mise à disposition et de mise à disposition objective? Ce dans quoi le corps puise, ce dans quoi il trouve sa ressource, et notamment ce dans quoi mon corps trouve sa ressource, est-ce que ce sera dans cette idée objectivante et généralisante d'une mise à disposition? Et est-ce que ce sera notamment à partir donc de cette approche juridico-médicale que le corps, que mon corps, que notre corps pourra trouver ce qu'on pourrait appeler ici son horizon de vérité, son horizon de compréhension et de vérité? Notre corps, ce n'est pas seulement ce que nous avons et ce dont nous disposerions, ce qui serait en notre possession. Notre corps dit aussi ce que nous sommes. En particulier, donc, quand on parle de notre corps, on parle du corps humain en particulier ici. Alors, est-ce que cela peut être compris à partir de la seule idée d'une mise à disposition? Dernier moment problématique, ce que nous sommes reste cependant, ce que nous sommes, ce corps notamment, reste cependant conditionné par ce corps, donc qui dit aussi ce que nous sommes, qui n'est pas seulement ce que nous avons. Et on peut alors se demander si la médecine et le droit seront ce qui permettront au mieux de disposer de ce corps qui est le nôtre, ou bien si la généralité de leur démarche, donc dans le progrès médical et puis donc dans les avancées juridiques, est-ce que la généralité de cette démarche ne fera finalement qu'approcher soit en excès, soit en défaut ce corps qui finalement serait toujours le lieu de notre singularité et qui ne serait pas vraiment compréhensible à partir de la généralité, voire à partir de l'idée d'une universalité juridique. Que signifie, pour conclure ce moment introductif, que signifie le fait de bien disposer de soi ou de mieux disposer de soi? Est-ce que cela passera par le fait d'un mieux disposer de son corps? Premier point. Et est-ce que, donc deuxième point, le progrès de la technique médicale ainsi que les évolutions juridiques, les plus récentes notamment,
seront ce qui nous permettront d'y parvenir au mieux. Alors, j'annonce le plan à la fin de ce moment d'introduction. Dans un premier temps, nous verrons que les évolutions juridiques qui ont pu se développer en lien avec le progrès des techniques médicales, eh bien nous verrons à partir de leur analyse qu'elles témoigneront clairement d'une mise à disposition de ce corps, de notre corps, et peut-être même d'une meilleure mise à disposition, hein, en suivant donc un idéal que j'ai qualifié de juridictionnel et peut-être de juridirectionnel, en indiquant finalement une direction, dont on se demandera dans un deuxième temps si elle est le plus à même, cette direction, d'honorer le corps, de finalement d'en saisir ce que l'on pourrait appeler sa disponibilité. Est-ce que finalement l'idée d'une mise à disposition sera ce qui nous permettra de comprendre au mieux la disponibilité du corps humain? Alors, je vous propose une première partie, je vais la titrer de la façon suivante. Alors, l'ère des promesses, des prouesses et de leur réalisation. Je commencerai ici par dire que le fait de bien disposer de son corps, hein, le sujet nous demande ce que cela nous permettra de mieux disposer de notre corps, mais je commencerai par dire ici donc le fait de bien disposer de son corps est un enjeu qui est propre à notre époque contemporaine, justement. Donc on est là dans une question éminemment actuelle, si on peut dire, dans la mesure où nos cultures sont des cultures sécularisées, hein, comprenez par ce terme le fait qu'elles sont préoccupées par des problématiques, des questions qui sont celles du siècle, hein, c'est de là que ça vient, donc sécularisé. Ça veut dire finalement que l'horizon qui est le nôtre, c'est celui donc d'un bien vivre à partir des conditions d'existence qui sont les nôtres et de leur meilleur agencement pour permettre, on pourrait dire, au plus grand nombre de bien vivre, voire de mieux vivre. De ce point de vue-là, je commencerai par cette remarque qui consisterait à dire que nos sociétés contemporaines se distinguent des sociétés que l'on pourrait qualifier de traditionnelles, hein, de sociétés anciennes. Donc on peut penser ici par opposition de sociétés anciennes qui sont soutenues notamment par des mœurs qu'on pourrait qualifier aussi de religieuses, par exemple. Dans des sociétés plus anciennes, par exemple, ce qui peut, comment dire, être le ciment de la société ou de la culture, ce seront des mœurs ou des croyances qui poseront en premier lieu la possibilité d'un idéal, et d'un idéal notamment transcendant ou religieux. Je pense ici par exemple à ce que dit Tocqueville dans La démocratie en Amérique, hein, donc au tome 1, livre 2, chapitre 6. Donc je mets les titres, hein, donc des références. Hein, donc Tocqueville, Alexis de Tocqueville, de La démocratie en Amérique. Donc je prends la référence exacte, hein, donc 1, 2, 6, donc c'est-à-dire livre 1, tome 1, livre 2, chapitre 6. Tocqueville pose une différence entre l'idéal démocratique et l'idéal aristocratique. Les sociétés anciennes et traditionnelles, pour Tocqueville, sont des sociétés aristocratiques, c'est-à-dire qui sont des sociétés inégalitaires et qui sont normalement inégalitaires, c'est-à-dire qui posent une norme inégalitaire. Par exemple, dans la société féodale médiévale, l'inégalité entre le seigneur et le serf n'est absolument pas une anomalie. Hein, ou dans la Grèce antique, par exemple, la différence entre le maître et l'esclave n'est pas une anomalie. Donc les sociétés
aristocratiques, disais-je, sont inégalitaires et mus par mise en mouvement, si vous voulez, par un idéal transcendant. Ça sera par exemple, ça peut être la divinité, ça peut être l'honneur de la patrie, par exemple. Hein, donc, on a fêté il y a quelques années donc le centenaire de l'armistice, de la Première Guerre mondiale, hein, 1918-2018, et on pourrait presque dire que même si la France du début du XXe siècle a pris des distances assez largement, donc avec, on pourrait dire, un contexte aristocratique ancien, malgré tout, l'idée de patrie ou d'honneur, enfin vous voyez, donc d'intégrité de la patrie, est une idée qu'on pourrait qualifier d'aristocratique. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'un idéal aristocratique va être corrélé à l'idée de sacrifice, notamment, de privation. Ça fait partie de l'ordre des choses. Et d'ailleurs, vous retrouvez ça dans l'idéal religieux. Une conception religieuse peut facilement comment dire, être corrélée à l'idée donc du sacrifice ou de la privation. Hein, par exemple, on peut penser au ramadan que font les musulmans ou au carême hein, donc, que font les chrétiens, par exemple, qui est un moment donc, de privation. Tout cela, si vous voulez, donc, dans une perspective religieuse. Ça n'est pas trop le cas, si vous voulez, dans une conception, une mentalité sécularisée, où finalement le bonheur va être compris non pas à partir d'un idéal sacrificiel, mais plutôt à partir d'un horizon, on pourrait dire donc matériel, à partir duquel donc les conditions d'existence seront au mieux pour le plus grand nombre. Donc ça veut dire que dans une conception démocratique, ce qui est le cas en fait ce qui est le cas donc des sociétés contemporaines, c'est ce que Tocqueville nous explique dans La démocratie en Amérique. Dans une conception démocratique, les mœurs sont égalitaires et l'horizon de l'égalité, c'est l'amélioration des conditions d'existence. Donc de ce fait, il y a une forme de nivellement dans un contexte démocratique, c'est-à-dire d'égalité, de nivellement politique qui aura une conséquence qui sera de rechercher aussi un nivellement social, les mêmes conditions pour tous. Vous voyez? Et donc, on voit ici que dans le fait de vouloir disposer de son corps, il y a une compréhension ici du bonheur. Hein, c'est finalement pourquoi du bonheur, c'est ici une compréhension qui est celle du sens de l'existence, l'horizon de l'existence, c'est celui donc finalement du bien matériel, éventuellement donc du confort matériel, et donc du soin de son propre corps. Donc on est là vraiment dans une question, une problématique très contemporaine. On pourrait citer à titre d'exemple un sondage qui a été donné par l'UCPA, hein, donc l'Union nationale des centres sportifs de plein air, en lien avec le CREDOC, c'est-à-dire le Centre de recherche et d'études de l'observation des conditions de vie, un sondage assez récent qui montre que dans les 3 dernières années, hein, donc je corrèle ça avec des considérations contemporaines, si vous voulez, les 3 dernières années, 10 millions de Français ont pratiqué le yoga, donc soit une augmentation de 300% en 10 ans, selon le syndicat national des professeurs de yoga. Et pour reprendre le sondage de UCPA et CREDAC, c'est là que je voulais en venir initialement, 43% des 16-25 ans vont à la salle de musculation. Donc, donc le sondage est un baromètre 2022, voilà exactement. Hein, donc des pratiques sportives, ce qui veut dire que finalement, la perspective qui est la nôtre, assez généralement répandue, c'est celle donc de cet horizon de confort, de bien-être, qui consistera dans le fait donc de bien disposer de son corps, de bien disposer de notre corps, si bien que on a là finalement l'horizon presque exclusif éthique de l'homme contemporain. Donc l'éthique, c'est comment est-ce qu'on se comporte. Ici, on pourrait dire que la direction de l'éthique, pas tant des questions d'ordre moral, ou encore moins des questions d'ordre religieuse, que des questions d'ordre finalement liées au bien-être finalement et aux soins de soi, et notamment de son corps. Que cela soit compris à un niveau individuel et personnel, ou bien que cela soit compris aussi à un niveau collectif. On pourrait presque dire que la gestion des affaires politiques est quasiment
exclusivement, presque dirigé sur la question de cet agencement des conditions matérielles. Hein, vous voyez par exemple comment, au sein d'un lycée, actuellement, on peut être amené à repenser l'organisation et la structuration du lycée. Hein. Notre école Faisons-la ensemble, c'est par exemple un dispositif actuel de l'éducation nationale en lien avec le comité de vie lycéenne qui cherche à repenser finalement les espaces de la scolarité pour qu'il y ait des lieux de détente, la mise en place finalement de cours de sophrologie ou de yoga scolaire, ou ce genre de choses, d'aménagement de salles du foyer, etc., pour qu'on puisse s'y sentir bien, qu'on puisse y travailler correctement, en essayant de juguler le stress, pour mettre l'élève dans les meilleures dispositions possibles du point de vue de sa scolarité. Donc, de ce fait, on pourrait dire, à partir de ce constat, que notre époque contemporaine, avec cette question donc, de la disposition donc, de notre corps, notre époque est héritière d'une pensée comme celle de Jeremy Bentham. Jeremy Bentham, c'est un penseur anglais du XVIIIe siècle. Donc, Jeremy Bentham, donc pour ces dates, c'est 1748-1832. Pour Tocqueville, c'est le 19e siècle. Hein, c'est un penseur français. Voilà. Et donc Bentham, donc dans l'introduction au principe de la morale et de la législation, qui est un ouvrage de 1789, l'introduction donc au principe de la morale et de la législation, Bentham explique que le bonheur est une question non seulement personnelle, mais aussi collective. La pensée de Bentham est une pensée que l'on qualifie d'utilitariste. C'est le père de l'utilitarisme, si vous voulez. Hein, donc, c'est de lui aussi que quelqu'un comme John Stuart Mill, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un auteur anglais du 19e siècle, qui a écrit un livre qui s'appelle L'utilitarisme. Donc, c'est cette pensée utilitariste anglo-saxonne et qui est, on pourrait dire, matricielle pour notre époque. Ça veut dire qui commande d'une certaine façon un peu notre façon de penser. Pour Bentham, qui est lui aussi l'héritier de la pensée d'Épicure dans l'Antiquité. Hein, donc Épicure, c'est 4e siècle avant Jésus-Christ. Et la pensée d'Épicure est une pensée matérialiste. Et pour Épicure, le bonheur consiste dans un calcul des plaisirs et des peines. C'est ce que dit Épicure dans la lettre à Ménécée. Et Bentham reprend cette idée d'un calcul. Le bonheur est en fait relève d'un calcul et il l'élargit à la dimension sociale. Le bonheur va dépendre dans une société du fait que l'on va maximiser le plaisir et minimiser la douleur. Il faut qu'il y ait le plus de plaisir possible et le moins de souffrance possible. Hein, donc, le Bentham parle d'une arithmétique du plaisir, d'un calcul des plaisirs et des peines considérés collectivement, et c'est à partir de ce principe de l'utilité qu'il va falloir légiférer, hein, que la morale et la législation vont devoir s'appuyer. Tout ça est donc lié donc à l'utilité et on voit bien que l'horizon de cette pensée de Bentham est celui finalement d'une maîtrise matérielle et technique, on pourrait dire donc du réel. Et de ce fait, on pourrait dire que le fait de bien disposer de son corps devrait trouver un point d'appui de droit dans les évolutions juridiques, hein, avec un idéal et des revendications qui seraient considérées comme légitimes. Et le fait de bien disposer de son corps pourrait trouver un point d'appui de fait, justement dans les avancées techniques et notamment dans le progrès médical. Donc tout ça est lié finalement étant lié à une optimisation et à une démocratisation du confort. Alors, il y a là donc une espèce de double évolution, de conjonction qui n'est peut-être pas complètement synchronique entre le droit et la médecine, mais qui malgré tout est confluent, qui va se rejoindre.
une espèce donc de synergie, si vous voulez, donc technico-juridictionnelle par la médecine et par le droit. On pourrait dire que, si on analyse les choses, d'abord, il y a eu, on pourrait dire, des avancées de la science. On peut penser, par exemple, au 19e siècle, aux travaux de Pasteur, hein, qui ont permis donc des avancées médicales notoires. On peut aussi penser, par exemple, aux travaux de Claude Bernard dans l'introduction à l'étude de la médecine expérimentale. Claude Bernard, au 19e siècle, c'est quelqu'un qui pose les bases de la médecine expérimentale et ce qui va permettre à la médecine de faire de gros progrès, notamment au niveau de la découverte du fonctionnement du système nerveux, système hormonal, de tout un tas de choses, de tout un tas de propriétés physiologiques. Ça, c'est donc les progrès par Claude Bernard. La médecine fait des progrès au 19e siècle. Je pense aussi aux travaux qui sont fondamentaux du médecin hongrois Philippe Semmelweis. J'ai cité Pasteur. Pasteur notamment. Je cite ici Semmelweis, qui est donc un médecin hongrois et qui a montré la nécessité d'une bonne tenue hygiénique au niveau médical. Semmelweis, notamment, par exemple, a montré comment, à un moment, donc c'est fin 19e, entre deux maternités, hein, donc c'est à Budapest, en Hongrie, entre deux maternités où l'une donnait lieu à un taux de mortalité infantile très important, et l'autre qui donnait lieu à un taux de mortalité faible, beaucoup plus faible, il a mis en évidence le fait que c'est notamment par l'hygiène et le soin, hein, lavage des mains, lavage des instruments, stérilisation des instruments d'obstétrique pour les accouchements, qui peut permettre d'améliorer finalement et de faire baisser la mortalité infantile. Et notamment, la maternité qui avait un taux de mortalité très élevé était juste à côté d'une morgue. Ça veut dire que les mêmes instruments servaient pour disséquer les cadavres et pour les accouchements. Alors aujourd'hui, ça nous choque parce qu'on connaît la vie microbienne, on sait qu'il y a de la vie bactérienne, et donc à l'époque, simplement, donc pour le cas de cette maternité avec une mortalité infantile haute, on prenait les instruments, peut-être qu'on les lavait à l'eau évidemment, et puis après on allait avec et les utiliser pour les accouchements. Mais ce qui avait pour conséquence donc de transmettre donc les bactéries et avec provoquant donc si vous voulez un taux de mortalité à peut-être à 30%, une fois sur trois, la mère ou l'enfant pouvait y passer quoi, en fait. Tant qu'il n'y avait pas cette compréhension, la distinction paraissait comme magique, c'est-à-dire qu'une maternité pouvait paraître maudite et puis l'autre bénie. Mais une fois qu'il y a eu cette compréhension hygiénique, eh bien, ça a permis de baisser considérablement donc la mortalité. Il suffisait de stériliser les instruments, etc., pour, vous voyez, ou même de distinguer les lieux clairement et les pratiques pour provoquer des améliorations médicales notoires. Donc on voit ici donc des avancées techniques et qui auront pour conséquence au XIXe siècle aussi des avancées juridiques. Les avancées juridiques au XIXe siècle sont multiples. On peut évoquer donc les évolutions législatives par rapport à l'amélioration donc des conditions. On peut penser aux améliorations de la condition de vie des ouvriers, hein, par exemple, des avancées sociales, mais qui se sont aussi traduits. Hein, donc il s'agissait là donc d'essayer d'améliorer la vie ouvrière qui, en pleine révolution industrielle, est loin d'être un paradis. Enfin, vous le savez, hein, Marx décrit tout ça, par exemple, hein, sur l'exploitation du monde ouvrier. Hein, on peut penser, par exemple, à l'émergence des bourses du travail et des syndicats, la création de la CGT, fin 19e siècle, la Confédération Générale des Travailleurs, la création de la CFTC, c'est moins connu, Confédération française des travailleurs chrétiens, en 1919, qui est aussi un autre volet de la défense des droits des ouvriers et des droits sociaux. Mais plus précisément ici, c'est sur les évolutions médicales qui m'intéressent d'un point de vue juridique. Hein, le 19e et 20e siècle voient de grandes avancées au 20e siècle, notamment au niveau de la santé publique, l'accès à l'eau, par exemple, la construction d'égouts, des modifications de la voirie, l'orientation des bâtiments, la hauteur des bâtiments. Je pense en particulier à la restructuration de Paris à partir de ce que le baron Haussmann a pu faire au XIXe siècle, les grandes allées parisiennes, hein, les Champs-Élysées, etc., donc les grands boulevards qui sont le fait donc, du baron Haussmann, qui a complètement repensé Paris et qui a donc éloigné la cité parisienne du modèle du quartier latin
qui est un vestige finalement du Paris médiéval, si on peut dire comme ça, avec des rues beaucoup plus étroites, mais aussi donc à l'époque, si on pense à l'époque médiévale, avec une hygiène beaucoup, enfin, qui n'avait rien à voir en fait, donc avec les excréments balancés dans la rue, les rats qui courent, etc., et les maladies qui se propagent peut-être aussi vite que les incendies, puisque les maisons étant collées les unes aux autres. Donc dès qu'il y a une catastrophe particulière, ça devient vite un problème général en fait. Et de ce fait, on peut voir là la nécessité de penser les choses du point de vue de la généralité, d'où le fait qu'au XIXe siècle et au XXe siècle, l'État se charge, d'un point de vue juridictionnel, de prendre en charge cette question de l'hygiène publique. On voit par exemple en 1877 la création de la Société française de l'hygiène. Je prends différents exemples de ce point de vue-là au niveau d'avancées juridiques, législatives. Le 30 novembre 1892, une loi est votée sur l'exercice de la médecine qui impose aux médecins de déclarer les maladies contagieuses. Donc on voit bien ici que ça devient un enjeu la santé devient un enjeu politique, donc de santé publique. La loi du 15 juillet 1893 est aussi la première loi d'assistance républicaine qui pose une assistance médicale gratuite. Ce qui veut dire que les communes doivent, à partir de là, ouvrir et financer les hôpitaux pour accueillir les pauvres sans condition et quel que soit leur lieu de résidence. Et dernier exemple que je prends ici, en 1902 par exemple, on peut évoquer la loi en France qui a été votée sur l'amélioration de la santé publique qui a inclus l'obligation de la vaccination antivariolique, par exemple. Donc on voit ici que l'hygiène et le soin du corps et de notre corps et de nos corps devient un enjeu politique important. Voilà. On voit donc ici qu'il y a eu, en relecture de ça, donc une évolution de fait qui, donc par l'amélioration, si vous voulez, ou les progrès de la médecine, qui a rendu nécessaire une évolution de droit au nom, on pourrait dire, donc d'un principe d'égalisation et de généralisation, puisque l'égalité et la généralité semblent être les concepts fondateur de l'idée de justice. Donc on est là face à un enjeu politique majeur, donc qui nous amène donc à vouloir améliorer les conditions matérielles d'existence. À partir de là, je ferai une remarque. C'est que cette conception du droit qui doit améliorer notamment les conditions matérielles ou les conditions d'existence, c'est pas forcément une conception univoque. Elle s'appuie sur un arrière-fond théorique et même sur un arrière-fond politique. Ici, je ferai référence au débat qui a eu lieu au XIXe siècle entre la droite et la gauche, politiquement, donc notamment en France. La gauche française ayant défendu, si vous voulez, donc l'idée de droit-créance par opposition donc à la droite libérale qui a défendu l'idée donc de droit-liberté. Donc, dans une conception de droite, les droits libertés s'appuient sur une idée du droit naturel, du droit de l'individu, ou de droits fondamentaux naturels, qui seraient ceux de la défense de la liberté, de la sécurité et de la propriété. Et donc la liberté et la propriété sont des choses qui relèvent plus donc, du libéralisme, si vous voulez. Et donc la conception de droite est plutôt donc, sur cette idée de droit naturel, alors que une conception de gauche va plutôt, celle donc des droits créances, va plutôt s'appuyer sur une conception sociale du droit, en parlant donc des droits sociaux, c'est-à-dire le droit d'avoir un travail qui doit être octroyé à l'individu par l'État. Du point de vue d'une conception libérale, c'est pas forcément le cas. L'État n'a pas à intervenir, mais d'un point de vue d'une conception sociale, c'est le droit, c'est l'État qui doit fournir donc ce droit au travail, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit de grève, tout ça, tout ce qui est donc à l'origine, si vous voulez, d'avancées, on pourrait dire sociales notoires, si vous voulez. Jusque, on pourrait évoquer alors jusqu'aux évolutions donc les plus récentes, mais enfin on peut penser par exemple au Front populaire en 1936, qui au niveau du droit du travail, droit des ouvriers, les semaines de congés payés, etc., ou la limitation du temps de travail, a milité pour que l'égalité de droit devienne le plus possible une égalité de fait.
On voit bien ici donc une conjonction entre le fait et le droit, et conjonction d'une certaine façon qui pourrait être appuyée assez facilement sur une conception qui pourrait relever de la conception de Marx, par exemple. Je pense ici à ce que dit Marx dans l'idéologie allemande. Marx. Dans l'idéologie allemande, qui est un ouvrage de 1844, explique que eh bien, nous constatons un problème factuel du point de vue donc, des conditions d'existence. Du constat de ce qui est en fait, il y a une prise de conscience, hein, on pourrait dire donc en esprit ou en pensée, et à partir de cette prise de conscience, eh bien, nous allons chercher à reforger ou à repenser ces conditions d'existence. Hein. Donc, par exemple, pour Marx, le système capitaliste est fondé sur une conception inique ou injuste, dans la mesure où certains ont la propriété, d'autres l'ont pas. Certains, c'est-à-dire quelques patrons, par opposition donc aux masses prolétariennes qui sont dépossédées et qui n'ont rien. Et donc, de ce fait, il faut entrer dans la lutte des classes, nous dit Marx, pour exproprier les propriétaires et établir donc une collectivisation. Donc on voit ici qu'il y a une corrélation entre le fait et le droit. Le fait n'est pas comme le droit devrait être, et même souvent pour Marx, le droit défend les intérêts de la bourgeoisie. Donc il faut transmuer le droit, le transformer, de telle façon qu'il faut essayer donc de faire en sorte que les choses soient le plus juste possible, égalitaires. Donc le fait nous fait aller vers le droit jusqu'à la possibilité de repenser donc la norme et le droit pour ensuite influer et revenir au fait pour égaliser les conditions d'existence. On est là dans une pensée, on pourrait dire assez typiquement de gauche, pour le dire comme ça. D'où le fait que ça ne veut pas dire en fait que, enfin, on peut être d'un autre bord politique et constater la légitimité de ce type de revendication. Hein. Donc, je ne veux pas être trop clivant, mais malgré tout, je veux quand même faire honneur à un type de pensée et d'action politique qui a fait de la question de la disposition de soi et de la disposition de son corps, finalement, son cheval de bataille, et pas seulement de son corps propre, parce que penser son corps simplement individuellement, ce serait être dans une pensée peut-être encore un peu trop bourgeoise et trop individuelle. Donc disposer de son corps, c'est aussi disposer de notre corps, donc dans une vision générale et collective. En essayant, si vous voulez, donc d'améliorer les conditions générales d'existence pour tous. L'éducation pour tous, la santé pour tous, etc. Hein. Donc jusqu'à des évolutions même très récentes, le mariage pour tous. Donc cette idée donc, du général et du social, sans qu'il y ait d'inégalité. Hein, dans ce que je viens d'évoquer, donc la loi de promulgation de 2013 du mariage pour tous, l'hétérosexualité posant finalement une certaine dissymétrie, la revendication est telle qu'en disant il n'y a pas de raison, quelles que soient donc les orientations ou la sexualité de quiconque, n'importe qui a le droit de se marier. On y reviendra, ce qui ne va pas sans poser problème. Mais pour l'instant, je passe, mais ce sur quoi je voulais mettre l'accent, c'était sur cette idée d'une généralisation, hein, donc du point de vue d'une pensée sociale égalitaire. Donc, on voit qu'il y a une interaction donc, entre le progrès technique, donc un progrès matériel, un progrès médical. De là, un problème se pose quand même. Hein, on voit que le droit fixe un idéal. Est-ce que ce droit est toujours nécessairement doit toujours être corrélé donc au fait, en faisant en sorte que le droit finalement puisse généraliser les faits donc de façon absolument en les uniformisant. Je voudrais dire que ici notre époque contemporaine a tranché le problème. Ici, je pose la question de la dissymétrie qu'il peut y avoir entre le droit, qui peut poser un idéal, et puis le fait, qui finalement est forcément donc du côté du particulier. Est-ce que les deux, le droit et le fait, doivent forcément être nivelés et corrélés? Je répondrai à cette question en disant que notre époque, moderne et contemporaine, a tranché, et elle a tranché ça depuis Descartes. Dans le discours de la méthode, 6e partie, donc Descartes, dans le discours de la méthode,
dans la 6e partie. Le discours de la méthode, c'est un ouvrage de 1638. Descartes nous dit que l'homme doit se rendre comme maître et possesseur de la nature. C'est peut-être une citation que vous avez entendue en cours de philo, vous en entendrez sans doute parler. C'est une affirmation assez importante du point de vue de la pensée cartésienne. Et je voudrais citer le passage où Descartes parle de cette maîtrise et de cette possession de la nature, ce qui derrière induit le fait de disposer du réel, et de disposer notamment du réel des corps, et donc aussi de notre corps. Voilà ce que dit Descartes. Donc nous allons nous rendre comme maître et possesseur de la nature, ce qui n'est pas seulement à désirer pour l'invention d'une infinité d'artifices qui ferait qu'on jouirait sans aucune peine des fruits de la terre et de toutes les commodités qui s'y trouvent, mais principalement aussi pour la conservation de la santé, laquelle est sans doute le premier bien et le fondement de tous les autres, de tous les autres biens de cette vie, car même l'esprit dépend si fortement du tempérament et de la disposition des organes du corps que, s'il est possible de trouver quelques moyens qui rend communément les hommes plus sages et plus habiles qu'ils n'ont été jusqu'ici, je crois que c'est dans la médecine qu'on doit le chercher. C'est un passage qui m'intéresse assez fort parce qu'on cite souvent ce passage-là de Descartes pour parler notamment donc de la technique et de la domination technique de l'homme sur la nature, notamment depuis le XVIIe siècle. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, ça demanderait donc un cours de philosophie des sciences, mais dont on voit ici que les conséquences sont non seulement donc une maîtrise de la nature en général, mais de la nature en particulier, c'est-à-dire de notre corps aussi, par la mise à disposition de notre corps, par les progrès de la médecine. Donc on voit, si on récapitule ici, que le mouvement du progrès, c'est-à-dire de l'avancement du rationalisme, est le suivant. On a donc d'abord une force de compréhension de la nature, qui est une force rationnelle. Ça veut dire que l'homme, donc ça, chez Descartes, c'est-à-dire l'homme va comprendre la nature et la physique à partir des mathématiques. Donc ce qui est une compréhension de droit, c'est-à-dire nous pensons le réel tel qu'il doit être mathématiquement. Et donc cette compréhension de droit, entendez ici, quand je dis mathématiquement et de droit, ça veut dire que c'est du point de vue de l'universalité mathématique. On comprend le monde théoriquement tel qu'il doit être. Cela ouvre la possibilité d'une maîtrise de fait, ça veut dire techniquement, à partir de quoi toute situation particulière va pouvoir être comprise et subsumée finalement à partir de cette compréhension en droit. Et donc cette amélioration de la maîtrise de fait semble ouvrir à la nécessité d'une reconnaissance de droit, entendez cette fois d'un point de vue juridique, si bien qu'il faut repenser la norme, si bien qu'il va falloir repenser la norme juridique. Donc ça veut dire qu'il y a ici un entrelac qui va, on pourrait dire, donc d'une compréhension du monde en droit, c'est-à-dire dans l'absolu ou mathématiquement, rationnellement, qui nous amène à des améliorations de fait et qui nous amène donc à partir de là à recomprendre le fait à partir d'une ouverture juridique, c'est-à-dire une ouverture morale. Je vais prendre un exemple pour illustrer ça. Par exemple, quand on a inventé, quand on a découvert, enfin voilà, la technique pour obtenir un bébé éprouvette. Donc en 1982, donc, découverte faite par Jacques Testard, par exemple. On se rend compte que cette production technique du bébé éprouvette, d'Amandine en fait, un premier bébé éprouvette, n'a été possible qu'à partir d'un arrière-fond scientifico-technique, autrement dit génétique, donc c'est-à-dire d'une technique scientifique et médicale, donc qui a permis finalement de maîtriser la procréation médicalement assistée, qui fait que puisque ça devient possible techniquement de fait, alors tôt ou tard, ça amène à la nécessité donc d'une législation autour de la chose, de légiférer pour rendre la chose normale ou acceptable, ou régulière. Et ce qui peut se faire, il faut que ça puisse être accepté donc, du point de vue du droit. Je pense ici à l'évolution législative récente. Le 29 septembre 2021, en France,
dans la mesure où la PMA, la procréation médicalement assistée, donc n'est plus seulement le fait de certains couples en désir d'enfant, mais qui n'y arrivent pas à cause de soucis médicaux, ça devient quelque chose qui devient ouvert à tous d'une certaine façon, presque sans condition. Donc on voit ici le mouvement d'égalisation, et il y a fort à penser que ce mouvement de généralisation de la PMA produira une évolution juridique bientôt, ce n'est pas encore le cas, qui est celle de la gestation pour autrui pour tous aussi. Puisque finalement, c'est là qu'on voit finalement l'interaction entre le technique et le médical et le juridique, puisque de toute façon, c'est déjà inscrit juridiquement, puisque l'évolution législative que j'ai évoquée tout à l'heure, de mai 2013, à savoir qui est celle donc, du mariage pour tous, hein, qui est passé sous le président François Hollande, qui avait fait polémique à l'époque et qui avait rencontré donc des contradictions. Cette évolution législative stipule que finalement le fait d'être un couple marié n'est pas seulement l'apanage donc d'une partie de la population ici à considérer que ce soit un privilège, à savoir des couples hétérosexuels, mais ça devient donc la possibilité aussi donc des couples homosexuels. Mais après, on pourrait aussi élargir, si on veut, d'une certaine façon, les possibilités de constitution de ce qu'on appelle une famille. Ça veut dire que cette évolution législative a repensé profondément le schéma de la famille, ce qui veut dire que des parents, ça n'est plus seulement un homme et une femme. Notons que le mot parent vient du latin pario, qui veut dire engendrer. Parent, ça vient de là. C'est pas parentalité. C'est pas d'abord une fonctionnalité, le fait d'être parent, c'est-à-dire le rôle du père ou le rôle de la mère. Donc c'est pas d'abord une fonctionnalité sociologique indifférente, faire le ménage ou bien s'occuper des petits ou aller travailler. Le fait d'être parent vient de pario, de engendrer. Donc si vous voulez, le code civil jusqu'à 2013 en France partait du principe que la famille ne pouvait être que constituée d'un homme et d'une femme. En ouvrant donc le couple aux personnes de même sexe, ça veut dire que la famille est repensée, donc à partir donc d'un primat, si vous voulez, donc d'égalité. De ce fait, si deux hommes peuvent constituer une famille, alors il faut par conséquent qu'ils puissent aussi être pariaux, qu'ils puissent aussi engendrer. Or, ils ne le pourront pas d'un point de vue naturel, donc il faudra que la technique et la médecine les aident. Par conséquent, c'est sans être Madame Soleil, il est évident que, par exemple, l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les personnes amènera tôt ou tard cette évolution juridique qui est fondée sur le même esprit donc j'allais dire, de disposition ou de mise à disposition ou du droit à avoir des enfants et qu'elle sera ouverte donc à deux hommes parce que si deux femmes peuvent arriver à faire un enfant, on va dire par importation de spermatozoïdes, pour deux hommes, il faudra forcément un ovule. Donc il faudra forcément une tierce personne, là pour le coup même physiquement, c'est-à-dire quelqu'un qui soit mère porteuse. Donc il faut forcément une GPA. Donc vous voyez ici que le fait de pouvoir disposer de son corps, disposer de nos corps, amène d'une certaine façon à cette évolution juridique, on pourrait presque dire donc sans limitation, à partir donc d'une revendication, d'une généralisation, sans qu'il puisse y avoir donc d'obstacles. Et si la nature fait obstacle, eh bien faisons fi de la nature et par la technique, aidons à ce que finalement on puisse créer une société qui soit ou qui existe à partir de la conception que nous avons du droit, à savoir de l'idée d'une égalité et d'une généralisation. Vous voyez que ici, on a donc une articulation entre le droit et le fait, et j'ai dit tout à l'heure qu'une conception du droit, c'est-à-dire universaliste et mathématique, une pensée théorique, scientifique, a généré finalement la modification des faits, puisqu'on a pu donc maîtriser les choses techniquement, et qu'à partir de cette évolution dans les faits, ça appelle une nouvelle généralisation par le droit qui va poser une norme d'un point de vue juridique. Vous avez suivi en fait finalement cette espèce de droit vers le fait pour le retour au droit. C'est le même terme, sauf que ce n'est pas forcément la même réalité. Parce que le droit tel que je l'ai posé dans un premier temps, c'est un droit compris d'un point de vue scientifique et théorique, c'est un droit universaliste, purement abstrait et purement théorique. Le droit advenu tel qu'on peut le penser d'un point de vue juridique, c'est un droit qui va normer ou fixer, si vous voulez, une règle par rapport à nos actions. C'est-à-dire qu'on a quand même un glissement qui s'opère du point de vue de la science, via la technique, vers la morale, finalement, ici. Et donc, est-ce que ce glissement est sans incidence et sans conséquence? Alors, je voudrais dire que
c'est pas quelque chose qui relève seulement de notre époque contemporaine, ça. Puisqu'il y a toujours, il pourrait toujours y avoir, si vous voulez, cette articulation du droit et du fait, et notamment à partir du moment où la science a permis la possibilité d'une maîtrise en droit, dans l'absolu, de la réalité matérielle. Euh, Si vous voulez, c'est l'articulation du possible et du permis qui se joue ici. De ce qui est possible scientifiquement, idéalement, techniquement, après dans les faits, et de ce qui est possible ou bien permis juridiquement, c'est-à-dire finalement moralement. Si on fait abstraction d'un champ moral, tout ce qui est possible techniquement devient permis finalement. Il faut tout légiférer, il faut légiférer sur tout. Mais si vous pensez qu'il peut y avoir un arrière-fond moral, ou si vous voulez, une espèce donc d'interdit à partir d'une conception de la nature humaine, ou que sais-je, peut-être même à partir de conceptions religieuses ou autres, ou de conscience morale. À partir de là, on ne peut pas forcément indifféremment passer donc d'une conception théorique de l'être humain, en passant par la technique, pour ensuite réguler les choses comme si on faisait donc une simple commutation entre le droit théorique et le droit juridique. Je prendrai un exemple qui est celui de l'évolution des recherches en anatomie au XVIIe siècle. Et je m'appuierai ici sur une peinture qui est celle de Rembrandt. Hein, Rembrandt fait une peinture, donc vous pourrez le trouver, hein, vous googlisez, vous trouvez ça, Rembrandt, la leçon d'anatomie. Donc c'est une œuvre du XVIIe siècle. Dans la leçon d'anatomie de Rembrandt, pourquoi je prends cet exemple-là? Parce que il s'agit de la dissection d'un cadavre. Donc on voit un professeur qui est en train de disséquer un cadavre et qui montre à ses élèves hein, donc l'anatomie, le système nerveux, etc. Enfin les ficelles, faut le dire comme ça, qu'il y a donc, dans le corps humain. Et pourquoi c'est un exemple qui m'intéresse? Eh bien parce que le fait de toucher au corps d'une certaine façon, avant cette époque-là du XVIIe siècle, pouvait être frappé d'interdit. Je prends cet exemple-là parce que vous avez ici une confrontation entre le droit, la morale, notamment ici religieuse, et puis ce qui se faisait. Euh, Pourquoi toucher au corps était quelque chose de pas forcément autorisé? Parce que le temple, dans une conception religieuse médiévale, c'est le temple de l'Esprit Saint. Donc de là, c'est une création de Dieu. Alors pourquoi au XVIIe siècle est-ce qu'on a commencé donc et notamment à faire des découvertes et à disséquer des corps? Eh bien, la chose a été autorisée comme par dérogation sur le corps des condamnés. Ça veut dire que les condamnés, entre le fait d'être condamné et le fait d'être damné, il n'y a qu'un pas. On peut penser finalement donc qu'un bagnard, vu la vie qu'il a menée, est quelqu'un qui est peut-être finalement son corps sera jeté dans la géhenne. Entendez par là donc d'un point de vue religieux, ça veut dire jeté en enfer. Et à partir de là, son corps devient un corps à disposition. D'où le fait que l'anatomie a fait des progrès d'abord en fait à partir de cette autorisation de la part de l'Église de faire des recherches sur le corps humain à partir de corps, on pourrait dire, presque réduits à leur facticité. Hein, donc, c'est presque plus une âme où on sait où est leur âme. Quoi. Elle est comme en enfer. Et la chose a continué d'avancer aussi à l'époque de la Révolution française, et c'est un exemple qui me paraît fort intéressant, à partir des découvertes que Bichat a fait. Alors Bichat, c'est un anatomiste, un physiologiste. Bichat, donc, dans un livre qui s'appelle Les recherches physiologiques sur la vie et sur la mort. Bichat est quelqu'un, hein, donc on dirait un biologiste, enfin la biologie n'existe pas encore exactement comme science, puisque le terme biologie n'apparaît qu'au XIXe siècle avec Lamarck et un peu plus tard, mais malgré tout, donc c'est ce qui pourrait correspondre finalement à une activité biologique. Et Bichat a vécu au moment de la Révolution française. Il n'a pas vécu très longtemps, il est mort entre 30 et 40 ans, il n'a pas vécu très vieux, mais il a eu l'occasion de disséquer un paquet de corps parce que sous la Révolution française, il y avait un paquet de condamnés à mort, notamment sous la Terreur. 1792-1794. Donc, il a eu un tas de matériel à disposition. Et c'est notamment grâce à Bichat, on pourrait dire, que la science a fait beaucoup de progrès
en anatomie, en fait. De ce fait, un problème se pose, c'est que dans le fait de disposer de son corps et de bien disposer de son corps, si on réduit la chose à la condition finalement matérielle, on risque finalement d'en rester qu'à peut-être une dimension factuelle du corps. Or, est-ce que le fait de disposer de son corps, de nos corps, de disposer du corps, est-ce que ce sera nécessairement finalement pour le mieux? Est-ce que le corps est ce dont je dispose ou ce dont nous disposons comme d'une propriété, une propriété première, ou bien, c'est là que je propose un retournement, est-ce que dans la corporéité, il y aurait, et notamment dans le rapport à notre corps, il y aurait quelque chose, si vous voulez, d'indisponible, peut-être donc quelque chose de pathique ou de pathétique, mais dont je ne pourrais jamais complètement ou absolument disposer. Et de ce fait, on peut se demander si une approche juridictionnelle ne cherche pas finalement, comme celle qui peut être donc en médecine ou en droit, ne serait pas ici dans une certaine façon donc de comprendre le corps, de vouloir l'assumer complètement, le maîtriser, peut-être le contraindre, alors que la particularité du corps et peut-être donc la facticité du corps ne pourrait pas se comprendre absolument à partir de cette même facticité, ne pourrait jamais se comprendre complètement à partir du fait d'être un corps. Est-ce qu'il y aurait dans notre corps plus que simplement le fait d'être un corps à disposition? J'en arrive seulement à mon grand 2 et je vois finalement que par rapport au temps, je suis beaucoup plus long que ce que je pensais. On verra, hein. Donc peut-être que on a encore là une vingtaine de minutes. C'est ça, hein, d'accord. Euh, donc je me propose le grand 2 et puis peut-être que je terminerai la vidéo si jamais j'ai pas eu assez de temps en la postant sur YouTube, ce qui vous permettra d'avoir accès à la fin. Hein. Donc le grand 2. Disponibilité ou indisponibilité du corps humain. Et on peut mettre un point d'interrogation. Vous voyez que d'un point de vue sémantique, ici, je glisse de la question de la mise à disposition sur le langage de la disponibilité. Peut-être que le corps humain serait quelque chose qui pourrait être disponible. À vrai dire, si je suis violent, eh bien, je vais disposer de vous. Admettons que je me mette à vous frapper. Vous voyez, hein, après vous allez porter plainte et vous auriez bien raison. Mais vous voyez, je peux toujours disposer du corps de l'autre. En fait. Reste à savoir si l'autre est un bien disponible, indifférent, comme la table ou l'ordinateur. C'est peut-être pas si évident que ça, en fait. Et alors on voit que si on se met à contester la libre disposition de notre corps, on risque d'entrer en porte-à-faux avec, j'allais presque dire, un dogme culturel contemporain qui consiste à dire mais si, j'ai le droit de disposer de mon corps, je fais ce que je veux de mon corps. Hein, on risque de s'opposer à ça. Malgré tout, c'est quand même ce qu'on va risquer de faire, de discuter et de questionner ici. Hein. On voit que pour nous aujourd'hui, donc le corps est ce dont je dispose, hein, que ce soit dans nos revendications, par exemple politiques. Je pense ici aux revendications des femmes, les femmes, donc mouvement féministe qui va jusqu'à arborer son corps pour porter ses revendications anti-patriarcales, anti-ordre établi, anti-conservatrices. Vous voyez, pour contester cet ordre-là, en exhibant donc le corps féminin et d'une certaine façon
en le présentant de façon désexualisée, c'est-à-dire voilà quoi, pourquoi pas une poitrine de mec et aussi celle d'une femme, c'est indifférent. Bon, c'est une option. Euh, de- D'autres exemples pourraient consister à dire que finalement le fait de librement disposer de son corps se traduit dans des pratiques comme celle du tatouage ou du piercing, hein, qui fait que l'individu finalement peut se singulariser à partir de telle inscription, tel tatouage, les pratiques de stretching par exemple, ou on peut encore, autre exemple, hein, ils sont des exemples très différents, mais si on fait référence à la pratique du selfie, qui serait apparue donc apparemment, semble-t-il, au cours d'un forum en Australie en 2002, hein, qui consiste à se photographier ou via les réseaux sociaux. On voit ici qu'il y a une mise en scène du corps ou de sa propre image, hein, via aussi les réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, les storytelling, etc. Une façon de se montrer ou de se présenter. Donc le corps est vraiment ce qui paraît être à ma disposition, j'en fais ce que je veux. Autrement dit, il y a dans la mise à disposition du corps quelque chose qui relèverait donc d'une expression de notre liberté. Mais on va se permettre ici de mettre ça en question. Est-ce qu'il y a une liberté réelle? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de retournement? C'est-à-dire que si je dispose de mon corps comme d'une chose, ça veut dire que finalement, ce que je suis se réduit à la choséité, en fait, ou ce que j'ai appelé tout à l'heure, ou ce que Sartre appelle, si vous voulez, la facticité. La facticité, pour Sartre, donc dans l'être et le néant, la facticité, c'est le fait d'être. Et Sartre nous explique que je ne suis pas seulement ce corps. Mon être ne se réduit pas finalement à la corporéité, quoi. Autant on pourrait dire que dans l'animalité ou dans la nature, la chose peut être comprise à partir de sa corporéité ou à partir d'un fonctionnement corporel, autant dans l'humanité, l'homme ne se réduit pas seulement au fait d'être un corps. Puisque pour Sartre, l'homme est projet, il est conscience, c'est-à-dire que Sartre nous dira qu'il est pour soi, et donc de là, l'homme se distingue de ce qu'il appelle, de ce qui est de l'ordre de l'en-soi, hein, donc E-N-S-O-I, de ce qui est en soi. Les choses sont de l'ordre de l'en-soi, c'est-à-dire qu'elles sont stables, elles sont de l'ordre de l'essence, de l'être, elles sont. Alors que l'homme n'est pas seulement, l'homme existe. C'est un existant. Et donc, dans L'être et le néant, au livre 1, Sartre nous explique que la conscience n'est pas ce qu'elle est et elle est ce qu'elle n'est pas. C'est-à-dire que la conscience, c'est cette entité, on pourrait dire ce projet qui s'élance vers les choses, qui se font avec elle, qui pourtant ne se réduit jamais à l'ordre des choses, hein, et qui s'en distingue. Donc c'est en ce sens que la conscience existe, hein, qu'elle est comme en dehors d'elle-même et qu'elle ne peut pas être réduite à l'ordre, si vous voulez, de l'identité des essences. Donc Sartre expliquera que la conscience ou l'être humain ne se réduit pas donc finalement à son corps. En fait. Et c'est là qu'il dit que l'existence précède l'essence. Ça veut dire que ce que nous sommes en tant qu'existants produit des choses qui vont se figer dans le passé, mais d'une certaine façon, mais que jamais nous ne nous réduisons, si vous voulez, à l'ordre factice, à l'ordre des faits. Toujours la conscience est ce qui peut transcender ou dépasser les faits. De ce fait, si je veux me définir à partir de mon corps seulement, le risque, c'est que c'est le retournement dont je parlais tout à l'heure. C'est qu'au moment où je voudrais me singulariser, il y a de fortes chances que je risque de me banaliser. Alors, je porte aucun jugement là-dessus. Enfin, donc on peut se faire tatouer ou les piercings qu'on veut, ou porter des boucles d'oreilles, etc. On a d'une certaine façon peut-être un principe identifiant. Mais bon, pour prendre l'exemple des boucles d'oreilles, c'est assez banal. Enfin, je veux dire, on pourrait dire que toutes les filles ont les oreilles percées, ou sinon, le fait d'avoir des piercings, même ailleurs, dans le nez où vous voudrez, est quelque chose qui finalement n'échappe pas à la possibilité d'une conformation à un effet de mode. Ça veut dire que le fait de vouloir s'identifier, c'est ça que je pointe, le fait de vouloir s'identifier seulement à partir de sa corporéité, comme si c'était le lieu d'identification
de ce que je suis, et si c'était là que se jouait mon identité, encore une fois, me réduirait le soi à l'ordre de l'en-soi, pour parler le langage de Sartre, finalement, donc à l'ordre factice donc de mon corps, et dans le corps, il y a quelque chose finalement de terriblement banal et finalement d'assez peu original, parce que c'est ailleurs que se joue finalement l'originalité, l'authenticité ou bien l'identité. Ça n'empêche pas, hein, on peut se faire les tatouages qu'on voudra, mais ça ne me gêne absolument pas. Mais c'est le corps considéré comme horizon du soi qui finalement serait réducteur. Donc, ça nous amène à considérer que nous ne sommes jamais seulement ce corps. Nous sommes aussi ce corps, mais pas seulement ça, en fait. De ce fait, disposer de ce corps, c'est pas forcément disposer de moi. Et d'ailleurs, à tel point qu'on pourrait évoquer ici un principe juridique du droit français qui est le principe d'indisponibilité du corps humain. Donc je fais référence ici au Code civil, articles 16-1 et 16-3. Juridiquement, en France, enfin en tout cas jusque-là, jusqu'à aujourd'hui, le corps est considéré comme indisponible. Alors je vous ai dit tout à l'heure qu'un corps est toujours à disposition. Hein, on peut le caresser, le frapper, faire ce qu'on veut avec, c'est-à-dire le respecter ou être irrespectueux et être violent. Mais juridiquement, le corps est indisponible, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit, juridiquement, dans le droit français, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, s'il n'y a pas d'évolution, de vendre un rein ou bien de vendre un œil. Voilà, vous ne pouvez pas faire du commerce avec votre corps parce que votre corps n'est pas une chose comme les autres choses. Donc il n'est pas un bien à disposition. Alors on voit qu'il y a là, aujourd'hui, d'un point de vue contemporain, une forme de conflit. Parce qu'il y a une forme de conflit entre la science et ce que peut la science, et puis le droit. Le droit, notamment à partir de cette loi qui est celui, comme, en évoquant donc cette loi qui est celle donc, de l'indisponibilité du corps humain, il est clair que le fondement de cette loi, c'est quoi? C'est l'idée de valeur absolue de la personne. Ça veut dire que le corps humain est le lieu de la personnalité et la nature de la personnalité de quelqu'un, c'est sa valeur infinie. Pour citer Kant et les fondements de la métaphysique des mœurs, par exemple. Kant explique, dans les fondements de la métaphysique des mœurs, deuxième section, dans les fondements de la métaphysique des mœurs, deuxième section, Kant fait une différence entre une chose et une personne. Et Kant nous dit qu'une chose a une valeur relative, une personne a une valeur absolue. Les choses ont un prix, les personnes ont une dignité. Et la dignité, au sens kantien, ça n'est pas la dignité au sens utilitariste de John Stuart Mill, disciple de Bentham, que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est pas les conditions matérielles d'existence. La dignité, pour Kant, c'est carrément, on pourrait dire, donc la personne comme, on pourrait dire, un être de raison, et donc qui a une valeur infinie. Donc, vivre dignement, pour Kant, d'un point de vue kantien, ça va pas être une question de salaire, même si le salaire peut rentrer en ligne de compte et les conditions matérielles peuvent rentrer en ligne de compte, et on en a parlé. Mais la dignité de la personne, même avec un salaire minable, et puis une défroque est vêtue comme un clochard et qui pue à plein nez, la dignité reste intègre d'une certaine façon. Vous voyez? Donc même la dignité de quelqu'un qui se dégrade est incontestable. Vous ne pouvez jamais considérer une personne comme une chose. Vous ne pouvez jamais considérer une personne exclusivement à partir de son corps. Et c'est là, hein, pour revenir donc, au code à la loi que j'évoquais tout à l'heure, d'indisponibilité du corps humain, le corps n'est pas seulement une chose à disposition. Et donc, si le droit français marque cette idée donc d'une indisponibilité du corps humain, c'est pour dire que c'est une personne, ce qui veut dire que si je suis soigné à l'hôpital, je ne suis pas une chose entre les pattes, entre les mains du médecin, mais je reste une personne, à partir de là, avec des droits, si vous voulez, qui sont indiscutables et incontestables en termes de dignité. Liberté de croyance, liberté de conviction, et puis dignité de ma personne, quoi, en fait. Hein. À l'hôpital, vous savez que si vous êtes dans une chambre d'hôpital qui est une chambre indifférente,
quand vous y êtes, juridiquement, du point de vue du droit français, c'est chez vous. Donc ça devient comme un lieu presque privatif. Donc vous pourriez avoir des cadres, enfin vous n'allez peut-être pas clouer dans les murs et tout ça, mais admettons que vous soyez hospitalisé, hein, peut-être de longue durée, si vous personnalisez les lieux, vous avez le droit en fait. Hein, et vous remarquerez que les infirmières rentrent toujours en frappant à la porte. C'est vraiment chez quelqu'un. Vous voyez? Donc c'est qu'on est chez une personne et on n'est jamais chez, comme si on rentrait, que c'était un cadavre, qu'on était à la morgue, ou qu'il y avait personne en fait, ou qu'on pourrait considérer que c'est une personne allongée sur un lit, indifféremment avec le lit ou les meubles qui sont autour. Ça va ça? Donc voilà pour cette question d'indisponibilité. Mais il y a là, donc je disais, j'ai évoqué tout à l'heure, donc une concurrence entre le droit et le fait, parce que dans les faits, on a remarqué que techniquement, des choses sont de plus en plus possibles. Et d'où les volontés de vouloir faire évoluer le droit. Je pense par exemple à la théorie économique des droits de propriété des économistes libéraux de l'école de Chicago. Hein, donc les Chicago Brothers, hein, donc l'école de Chicago, hein, donc au XXe siècle, hein, c'est là d'un point de vue contemporain. Cette école considère d'un point de vue juridique que le corps devrait tomber sous la possibilité d'une juridiction utilitariste. Ils partent sur la base donc, de trois principes juridiques. Premièrement, le droit d'utiliser l'actif possédé, hein, donc en latin c'est l'usus, le droit de tirer un revenu de cet actif, en latin c'est le fructus, et troisièmement, le droit de céder cet actif à autrui, l'abusus, donc en droit, en termes juridictionnels. Et à partir de là, le corps ne fait pas exception, et de là, on est donc dans une considération à partir de laquelle, on revient ici à quelque chose qui est plus proche donc, de ce qu'on a pu dire dans le Grand 1, c'est que finalement, il y a là quelque chose donc, de matériel et d'une propriété, c'est mon propre corps, qui doit pouvoir être à disposition et qui donc doit pouvoir être marchandé. On peut penser ici pour la recherche et peut-être aussi pour le commerce à l'utilisation des ovocytes et des gamètes sexuels hein, par rapport à la nécessité de la recherche ou bien la possibilité donc on peut parler donc de besoins sociétaux et peut-être même du marché de l'enfant, pourquoi pas, hein, où il y a ici une corrélation entre les avancées techniques, je pense ici aux techniques de cryogénisation hein, au niveau des gamètes sexuels, congeler le sperme par exemple, et puis des revendications sociétales, hein, comme ces 10 000 soldats ukrainiens qui avant de partir au front ont fait congeler leur sperme pour pouvoir être père post-mortem au cas où. Alors ça, c'est une avancée juridique qui a failli avoir lieu en France aussi, en 2017, mais ça a pour l'instant été retoqué par l'Assemblée nationale. Hein, sur la base d'un principe certainement que les matériaux génétiques ne sont pas des matériaux indifférents, donc disponibles. Mais il est tout à fait possible que dans une conception comme celle donc, des économistes de l'école de Chicago, que finalement ça devient un bien disponible sur ça et d'autres choses. Hein, on pourrait évoquer des choses, il faudrait que je retrouve là l'évolution des mœurs qui ont fait que des personnes comme Cristiano Ronaldo ont assuré leurs jambes. Il faudrait que je puisse retrouver ça. Je ne sais plus à combien de millions de dollars. Et, ou bien c'est Kardashian, c'est ce nom-là, je crois, qui a assuré ses fesses, hein, pour le dire poliment, en fait, hein, en millions de dollars. Donc ici, on est dans quelque chose qui relève donc de la disponibilité du corps humain, de la disposition du corps humain. Donc la jambe droite de Ronaldo, je suis désolé, j'ai perdu les chiffres, est beaucoup plus cher que la jambe gauche, quoi, en fait. Donc, s'il lui arrive un pet, ça veut dire qu'il peut toucher par les assurances la coquette somme de plusieurs centaines de millions de dollars. On voit aussi que tout cela rentre dans une logique qui est comme celle aussi donc, du brevetage du vivant. Alors ça va un peu plus loin que notre corps. C'est le brevetage du vivant, donc ça veut dire c'est sur les molécules, etc. On voit aussi tout ce qu'il y a derrière en termes de commerce au niveau du médicament et donc tous les enjeux commerciaux qui se comptent ici en milliards de dollars, hein, donc de grandes industries pharmaceutiques. Et c'est pas qu'un petit peu. Donc on voit ici tous les intérêts qui sont en jeu et tout ça relève d'une logique, d'une mise à disposition de notre corps et de nos corps, si vous voulez, mais qui peut trouver, si vous voulez, un point d'achoppement
d'un point de vue moral, qui consisterait à dire que le corps n'est pas forcément quelque chose qui devrait rentrer dans le cadre de la généralité disponible, et le corps est mon corps d'une certaine façon, quoique disponible physiquement, ne se laisse pas comprendre seulement à partir de cette idée de disponibilité, parce qu'il est le lieu de ma singularité, de mon individualité, vous voyez, de ma personnalité qui est irremplaçable. Or, si on pense l'individu à partir du corps seulement, on le pense à partir de la remplaçabilité, de la réversibilité, ou d'un concept comme celui de la fonctionnalité, la fonction d'un bras, d'une jambe, etc. Alors que vous, en tant qu'individu, en tant que personne, vous n'êtes pas qu'une fonction. Peut-être que vous serez fonctionnaire ou que vous aurez une fonction dans une entreprise ou dans la société, très bien, mais vous ne vous réduisez pas à cette fonction. Vous êtes quelqu'un. Et en tant que quelqu'un, le quelqu'un ici, c'est une personne absolument une, irremplaçable. Et on vous pleurera sûrement le jour où vous trépasserez, parce qu'on peut espérer, si c'est pas donc dans la solitude la plus extrême, que des gens vous pleureront parce en disant merde, quoi, pardon, enfin, mais c'est une personne unique. Et vous voyez, enfin voilà. Donc on va pas, par exemple, remplacer un enfant par un autre pour des parents. Chaque enfant est unique, si vous voulez. Enfin, si on est un petit peu dans un contexte sensé, quoi, en fait. Donc, de ce fait, le fait de disposer de notre corps peut relever d'une volonté de disposer de notre corps, de nos corps, et faire rentrer donc, dans une certaine approche généraliste et dénégatrice de la singularité ce que nous sommes. Donc, on n'est pas à l'abri ici d'injonctions ou d'impératifs qui peuvent être dépersonnalisants. J'arrive quasiment à la fin. Vous me permettez de déborder de 5 minutes? Oui, c'est possible. Et comme ça, je vais essayer de conclure. J'avais plein de trucs à dire en fait, mais voilà. Donc je termine là-dessus. On n'est pas donc à l'abri, donc en parlant de cette disposition des corps et de notre corps, de faire en sorte que le je soit happé par le nous, le notre corps. Je pense ici aux injonctions sociétales qui peuvent être par exemple comme des injonctions de jouissance. C'est ce que pointe Jean-Claude Guilbault, qui est un essayiste, dans un ouvrage de 1998 qui s'appelle La tyrannie du plaisir. La tyrannie du plaisir. Donc Jean-Claude Guilbault était un journaliste au Monde, au journal Le Monde. Donc c'est un ouvrage de 1998 et qui parle de l'injonction de jouissance des sociétés contemporaines. Il faut jouir. Et donc, il faut prendre son pied, etc. Dispose de ton corps. C'est presque un ordre. Et on pourrait évoquer dans ce sens-là le caractère un peu tyrannique des sondages sur les mœurs, par exemple des Français, sous la couette, sur ce qu'ils font, etc., dans quel sens, avec qui, etc., et dont on pourrait dire, mais on s'en moque, puisque finalement, le lieu d'exercice de la sexualité relève de l'intime, et pour le coup, de la singularité. Ça peut tomber sous le coup de la loi si c'est foireux, enfin, tant qu'on a encore un sens moral et que la loi puisse encore interdire quelque chose. C'est-à-dire, par exemple, une sexualité pédophile, vous voyez, ou maltraitante. Voilà. Donc, je ne dis pas qu'il y a une hétérogénéité entre l'ordre de l'intimité et celui de la légalité. Mais ce que je dis, c'est que l'intimité ne se laisse pas comprendre complètement à partir de l'ordre de la généralité légale. Si vous voulez, en stéréotypant d'une certaine façon des comportements qui fait qu'on devrait pratiquer la fellation ou je sais pas quoi. Pardon, mais c'est des trucs qu'on peut entendre. Donc à partir de là, on pourrait dire laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît. Donc, de ce fait, dans la mise à disposition de notre corps, ça peut être aussi donc la mise à disposition de nos corps, qui pose ici une certaine forme d'injonction ou une certaine forme de normativité qui peut être, j'ai dit, désingularisante, dépersonnalisante. On peut aussi évoquer, par exemple, les injonctions sanitaires auxquelles on a été soumis et qui pensent les choses donc, du point de vue de la préemption d'un nous au nom de la santé publique, mais qui devient presque à la limite impératif et à la limite tyrannique. Or, il faudrait quand même que le droit qui veut poser des lois et qui les impose du point de vue de la généralité se rappelle du droit lui-même. Et je voudrais citer ici l'article R 4127-36 du Code de la santé publique, qui dit qu'on ne peut avoir ou poser ou proposer des mesures sanitaires que sur la base du consentement éclairé de la personne. Et qu'à partir de là, rien ne permet, d'une certaine façon, que le droit préempte
au point de vous normer dans votre singularité pour vous dire ce que vous avez à faire, absolument parlant. Sans quoi, on risquerait de happer la singularité pour la comprendre à partir d'une généralité dont on pourrait douter ou dont on pourrait se méfier, dans la mesure où il y aurait une forme d'abus de pouvoir. Hein, donc le Code de la santé publique en question dit, voilà, le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade en état d'exprimer sa volonté refuse les investigations ou traitements proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, la médecine ne peut intervenir sans que la personne de confiance, à défaut de la famille ou un des proches, ait été prévenue et informée. Donc, il ne peut pas y avoir de mise à disposition absolue de nos corps. Ça n'est pas possible. Sans enfreindre ou sans entrer dans quelque chose qui relèverait finalement d'une inhumanité, c'est-à-dire d'un non-respect de la liberté et de la personne. Le corps n'est donc pas une propriété à disposition. J'ai retrouvé les chiffres. Donc voilà, la jambe droite de Cristiano Ronaldo coûte 144 millions de dollars et sa jambe gauche 17 millions. Hein, voilà, beaucoup moins cher. Et les fesses de Kim Kardashian, c'est 25 millions de dollars. Alors, vous voyez, mais quel cul, pardon. Pardon, mais vaut mieux en rire. Donc, je voudrais ici terminer par une conclusion en disant la chose suivante. Nous avons vu que la disposition du corps, la mise à disposition du corps pouvait être à double tranchant. Elle est le lieu peut-être de la plus haute considération du corps, c'est-à-dire de la plus haute attention, mais aussi une attention qui est risquée par rapport à la possibilité de son exploitation, qui pourrait devenir une considération, c'est-à-dire que le fait de considérer le corps pourrait, si je joue sur les mots, le sidérer, comme le figer, et en le considérant, comme le réduire à ce que j'ai appelé ici sa facticité à partir de considérations généralistes, juridico-techniciennes, hein, et qui risquerait d'aboutir à une déconsidération de la personne. Deuxième point de conclusion, nous avons vu que fondamentalement, ce n'était pas donc à partir d'une conception indifférente du corps et des seules conditions matérielles qu'il fallait considérer le corps, mais plutôt à partir du concept de différenciation, de discrimination, ce qui inclut finalement la prise en compte de la personne, qui finalement est unique et différente. Hein. Donc le corps est le lieu de mon avoir à être, qui peut être considéré certes du point de vue de la généralité, du point de vue de la loi, etc., mais qui doit aussi être estimé comme le lieu de ma propre singularité irremplaçable, insubsumable à partir d'aucune généralité indifférente. Disposer de notre corps, ça sera donc disposer de son propre corps, c'est-à-dire de sa vie. Et si la médecine et le cadre de la loi peuvent organiser nos existences, elles ne sont pas ceux qui ont pour mission de les régenter intégralement, sans quoi elles risqueraient de les fondre et de les confondre dans un nous qui serait plutôt déstructurant plutôt que structurant. Disposer de sa vie, c'est donc être actif à partir d'une possible prise en compte juridico-technicienne, mais pas seulement à partir de cette approche-là, à partir d'une compréhension de sa propre vie, hein, qui est toujours à comprendre à partir d'un appel à être de l'existant, qui doit chercher à comprendre et à se reprendre dans le devenir qui est le sien, pour devenir lui-même dans sa singularité et ne pas se laisser dépouiller de son propre soi à partir d'une généralité nivelante. Voilà, je vous remercie.